C'est rigolo parce que voulez-vous qu'on donne comme conseil? Le problème, c'est pas une. Personne ne demande rien. Le problème, c'est un chantage. Le chantage à la vidéo qui est actuellement florissant en Amérique, en France, partout. Le problème, c'est qu'un chantage, c'est une faute. C'est une faute, c'est qui est punie par la loi. Bon, donc la personne qui subit ça doit pouvoir se plaindre. Alors c'est tout le problème tout le problème des victimes. Est-ce que la victime euh, va accepter de dénoncer son bourreau ou pas? La question se pose beaucoup parce qu'il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils ont encore, ils sont terrorisés, ils ont peur. Donc ça c'est tout un problème je dirais, de psychiatrie légale. C'est pas tellement un problème qui intéresse le psychanalyste, mais enfin, c'est cette question. Alors, la question des vidéos, ça pose aussi la question du porno chez les jeunes. Le porno en général. Actuellement, euh, les jeunes ont tous vu, à partir de 15 ans, ou même plus tôt, malheureusement, ils ont vu des vidéos porno qui sont des vidéos extrêmement crues, qui montrent des rapports sexuels à la fois idéaux et complètement désidéalisés. Bon, idéaux dans le sens où c'est une performance physique, mais complètement désidéalisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est uniquement uniquement de la technique. Et en plus, c'est des choses à quoi ils ne sont pas préparés. Ils voient ça et ils peuvent découvrir ça, ça peut faire un traumatisme. Bon, alors le fait qu'ils envoient ça à d'autres, c'est aussi pour provoquer. Alors le problème des vidéos homosexuelles est particulier parce que l'homosexualité étant malgré tout réprimée dans nos sociétés, malgré toutes les avancées, malgré les mouvements gays, etc., ça peut être, et c'est quand même une question qui se pose pour le jeune, la question de son orientation sexuelle, et on sait qu'à l'adolescence, il y a toujours des hésitations, et cette question-là peut être douloureuse pour certains adolescents, et ils peuvent provoquer les autres en envoyant ça pour les provoquer, c'est-à-dire pour les faire parler, pour qu'on en parle. Bon. Cela dit, là, c'est employé manifestement, ils disent qu'ils ont subi ça, donc ils le font. C'est une espèce de rétorsion, mais qui ne vise pas, malheureusement, qui ne vise pas la personne qui les a agressés, mais qui vise n'importe qui. Donc dans ce sens-là, c'est un petit peu, c'est gratuit comme procédé. Mais tous ces procédés font que on ne peut, nous les psys, devant des tels faits, que marquer une désapprobation souriante. C'est pas la peine de crier mais simplement de dire que c'est une façon de voir les choses qui n'est pas la nôtre et surtout qui n'est pas la leur. Hein, en insistant sur le fait que est-ce que ça leur satisfait ou pas, on s'aperçoit qu'en fait ça leur satisfait pas du tout. C'est-à-dire que les jeunes croient à l'amour. Et ils ont raison. Hein, et donc, si on leur fait, si on leur montre que effectivement il manque une dimension à cette pornographie par exemple, ils vont le comprendre et ils vont le dire que ça ne les intéresse pas. Et la plupart du temps, enfin les gens qui s'intéressent à la pornographie sont, à cet âge-là, sont rarissimes. Enfin, c'est pas ça qui les intéresse, c'est comment on aborde une fille ou comment on aborde un garçon. Est-ce qu'il faut draguer? Quand est-ce qu'il faut draguer? Est-ce qu'on peut? Etc. Et il y a beaucoup de jeunes qui restent dans l'incertitude ou dans le quant à soi, c'est-à-dire qui sont inhibés et qui ne bougent pas. Donc c'est surtout ces questions-là finalement qui sont intéressantes et qui intéressent les jeunes.
en premier lieu. Voilà. Ah, le bombardement des adolescents avec des messages. Vivre maintenant. Alors c'est pas nouveau ça, hein, c'est pas nouveau puisque vous connaissez la fameuse formule latine carpe diem, hein, c'est-à-dire profite du jour, je prends le jour, carpe diem, littéralement prends le jour, sous-entendu tel qu'il est. Bon, donc c'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau. Seulement maintenant effectivement, ça rentre dans toute une culture de la fête, une culture du loisir, une culture des vacances, une culture du plaisir, qui là aussi flatte bien sûr certaines composantes de la psyché humaine, mais ne les satisfait pas complètement. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans le plaisir perpétuel. Et d'ailleurs, le plaisir perpétuel est lui-même lassant. Et combler ses désirs avec des amoncellements de gratification, qu'elles soient financières, qu'elles soient sexuelles ou autres, etc., ça lasse à la fin, on est fatigué. Et puis en plus, le manque du manque, comme dirait Lacan, c'est une source d'angoisse, c'est même le fondement de l'angoisse, c'est le manque du manque. Donc être comblé, parce qu'actuellement, la règle, c'est de ne pas être frustré. La frustration, grand vilain mot qu'il ne faut pas prononcer. Alors on ne frustre pas les enfants, on ne frustre personne, ce qui est complètement le contraire d'une éducation valable. L'éducation est faite de frustration et mieux vaut la frustration imposée par l'adulte que la frustration ensuite imposée par la réalité. Pourquoi? Parce que la frustration imposée par l'adulte va être acceptée par le jeune qui comprend que c'est pour son bien. Son bien, c'est-à-dire, c'est de ne pas de céder au plaisir immédiat, mais de penser à l'avenir, à l'idéal et à autre chose. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on ne répond pas aux sollicitations concernant le plaisir, pas du tout. Mais on les laisse à leur place et non pas prendre toute la place. Voilà. Alors là aussi, c'est pas du tout des comportements nouveaux. Et en tout cas, c'est pas des comportements spécifiques à la Bulgarie, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une très grande école française qui s'appelle HEC, avec Haute Études Commerciales, a vu sa fête annuelle dégénérer avec des étudiants qui buvaient, qui ont tout cassé, etc. Or, c'est des gens qui sont parmi les futurs dirigeants. Bon. Alors, la fête a toujours existé. Alors, actuellement, elle prend peut-être des proportions, là aussi, qui rentrent dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du monde du règne de la jouissance, pour prononcer le mot. Alors ça rentre là-dedans, mais la fête, normalement, la fête est quelque chose de limité. Comme le carnaval, c'est limité. C'est un moment où on n'obéit plus aux règles imposées par le consensus ambiant. Et c'est un moment où, effectivement, on est hors norme, c'est une pratique ancestrale. Hein. Les peuples primitifs connaissent la fête aussi. Et le carnaval de Rio ou autre n'est pas nouveau.
ça aussi, alors ça, c'est le semblant, hein, c'est les clés. À louer des belles voitures, etc., alors que les parents sont pauvres, etc. Le semblant. Je vais vous donner un exemple de semblant tel que celui-là. C'est, par exemple, ceux qui ont les Tunisiens, les Maghrébins qui ont la chance, les Maghrébins en général, qui ont la chance d'avoir un permis de séjour en France, etc., ils font croire à leurs compatriotes que c'est l'Eldorado. Donc quand ils reviennent au pays pour les vacances, ils viennent avec des grosses voitures, avec des... Enfin, ils ont l'air vraiment de nababs, très riches, etc. Alors qu'en fait, en France, ils vivent dans un 2 pièces, sordide, et ils n'ont pas de voiture, mais là, ils ont loué la voiture pour frimer. Ça s'appelle frimer. Bon, c'est pas nouveau là aussi, c'est pas nouveau, et c'est d'autant plus dramatique que ça survient, bien sûr, dans des pays pauvres ou dans des situations précaires, hein. Justement pour épater la galerie, comme on dit, c'est-à-dire pour montrer ce qu'on n'est pas. Voilà. Et alors tout ça, c'est un comportement parfaitement là aussi factice, artificiel, qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, parce que disons que ce n'est pas ça qui intéresse les gens, encore une fois, et ils peuvent très bien, dans le dialogue singulier, ils peuvent très bien dire à quel point ils sont malheureux, et en fait, ils font ça pour conjurer le sort et pour épater la galerie. Voilà. Évidemment, pour répondre plus à la fin de la question, est-ce que la société, les parents et les écoles peuvent soutenir ça? Sûrement pas, bien sûr. Bien sûr qu'on ne doit pas entrer dans le jeu de cette frime, de ce semblant, bien sûr. Alors, ça c'est une vaste question parce que Monanani disait que la psychanalyse était extrêmement diffusée, mais elle était très mal comprise. C'est-à-dire que la psychanalyse peut à la fois être diffusée, c'est-à-dire que tout le monde a entendu parler de la psychanalyse, et en même temps complètement méconnue, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas à quoi ça correspond exactement. Bon. Alors, la psychanalyse en Bulgarie était. Je dis ce qu'on m'a dit là, à l'époque, il y a pas mal de temps, quand on a fait le premier congrès franco-bulgare de psychanalyse, on m'a répondu, écoutez, nous n'avons pas encore la psychanalyse, mais nous avons déjà les divisions. C'est très intéressant parce qu'effectivement, on s'aperçoit que la psychanalyse, enfin, ou les courants psychanalytiques en tout cas, se sont partagés disons les clients, pour parler en commercial, d'une façon sociologique et pas du tout d'une façon intellectuelle. C'est-à-dire que les gens n'ont pas choisi, par exemple, l'école freudienne ou l'espace analytique en fonction de la doctrine ou de l'école freudienne, n'a pas choisi la SPP, la Société psychanalytique de Paris, en fonction de je ne sais quelle orthodoxie, ou l'école de la cause en fonction de la fidélité supposée à Jacques Lacan, par exemple. Mais les gens se sont partagés tous ces courants, dès qu'ils ont su qu'ils existaient, en fonction de normes, je dirais, des critères économiques, socio-économiques. Parce que quand vous connaissez bien ces sociétés-là à Paris, vous vous rendez compte que correspondent, enfin les personnes qui sont là-dedans correspondent, ont tous un profil particulier. Par exemple, au début de l'école freudienne, les lacaniens n'étaient pas du tout pareils que les gens de l'SPP. L'SPP, c'était le costume cravate
les lacaniens c'était le Colmao, ou des choses comme ça. Ouais. C'est ridicule, mais c'est la vérité, malheureusement, c'est la vérité. Hein, c'est bon. Alors, cela dit, la diffusion de la psychanalyse, eh bien, elle est, à mon avis, elle doit être faite par le sérieux du travail. Hein, et moi, je suis heureux de constater que le groupe, votre groupe, est sérieux et travaille, et du coup, il se renouvelle. Et je vois toujours des têtes nouvelles, et je m'aperçois que. Alors, évidemment, il n'est pas très grand, mais c'est plutôt un bon signe, ça. Hein, je crois que le premier congrès qu'on a fait, il y avait un monde fou. Mais on s'est rendu compte après que les gens vraiment intéressés étaient très très peu nombreux. Et je crois que l'avenir de la psychanalyse en Bulgarie, c'est un avenir fait de qualité. Et bien sûr, bon, il faut se faire connaître, mais il faut se faire connaître en publiant, il faut se faire connaître en faisant des colloques comme vous faites, etc. Mais c'est la qualité qui doit primer et non pas je ne sais quelle publicité qui ne servirait strictement à rien. Voilà. C'est pas une question puisque vous répondez vous-même. Hein. Vous dites quel est votre commentaire sur la nécessité de la population de l'ancien camp socialiste d'avoir un idéal à quoi ils peuvent s'identifier. Quelle est sa fonction? Vous venez exactement de dire, c'est la fonction du chef. Là encore, c'est ce qui s'est passé partout, c'est ce qui se passe partout. Ça se passe non seulement, ça s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Là, vous savez que Freud a écrit quand même des textes là-dessus en partant de la psychologie du moi de Gustave Le Bon. Et il a insisté beaucoup sur la fonction du leader, etc. Mais ce phénomène de foule se rencontre absolument partout, et je dirais même plus dans tous les milieux, y compris, malheureusement, dans les milieux analytiques. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un groupe qui se crée, vous avez des formations groupales, qui ne dépendent pas des individus, mais qui dépendent de la façon qu'ils ont de s'agréger, nous, entre eux. Ça, il y a un monsieur qui s'appelle, un psychanalyste anglais qui s'appelle Bion, qui a fait des recherches sur les petits groupes, etc. Il y a la différence entre le petit groupe et le grand groupe, mais le grand groupe correspond tout à fait à l'analyse de Le Bon reprise par Freud, qui est celle du leader, c'est-à-dire qu'on va mettre un leader à la place de son idéal du moi, et du coup, on va faire ce qui plaît au leader en contentant son idéal du moi, puisque c'est la même chose. Voilà. Alors ça, c'est un phénomène tellement banal maintenant qu'on le rencontre même dans les groupes d'adolescents. Hein, dans les groupes d'adolescents, il y a toujours, dans les bandes d'adolescents, dans les phénomènes, il y a toujours un phénomène de leader qui, même si ce leader est inconscient ou méconnu, mais qui fait que pour faire plaisir au groupe, pour être dans le groupe, on va faire tout ce qui fait plaisir au groupe et ce qui fait plaisir au leader, et on va plaire au leader, et c'est du coup le leader qui devient la conscience morale non seulement du groupe, mais de chaque individu dans le groupe. C'est-à-dire qu'on perd évidemment dans l'appartenance à une foule, on perd sa propre liberté.